Bonsoir et bienvenue dans Un film, un after. Vous venez de regarder Règlement de compte à OK Corral, Gunfight at the OK Corral et on espère que ça vous a plu. Aujourd'hui avec moi, Julie. Oui, bonjour Sarah. Bonjour Mickaël. Bonjour, vous allez bien? Vous êtes formidable. Bonsoir. Oui, bonsoir bien sûr. Et nous avons également Antoine en ligne qui voulait nous dire quelques mots pour démarrer l'émission. Hey, salut les cowboys! Ici, c'est One Movie, One After Town. C'est le village des attaques de diligence et des chercheurs d'or. Par contre, ici, il n'y a aucun règlement de compte. Non, les règlements de compte, c'est à OK Corral, c'est 22 miles à l'ouest d'ici. Bon, moi, je vais aller regarder les Tumbleweeds rouler sur Main Street. Si vous avez besoin de moi, vous me faites signe. Yeah! Merci Antoine. Très belle cravate texane. Hein. Ah oui, Incroyable ouais. cravate Je suis texane. content que tu l'aies bien dit. Et nous embrassons bien sûr Greg qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Donc, il est temps d'en apprendre un peu plus sur ce film. Et Julie, j'ai envie de te demander, même si tu n'as pas choisi le film, ce que tu en as pensé. Bon, écoutez, j'ai été un petit peu déçue. Je pensais qu'il y aurait un peu plus d'action. Voilà. Après, peut-être j'étais fatiguée. Ce que j'ai adoré, par contre, c'est la musique. Ah oui. OK. Corral. Ça m'a bien plu. Non, écoutez, moi, de toute façon, être déçue, c'est Oui. quand même bien aimer les films, vous Oui, me connaissez. on sait. Donc, il y a quand même des belles scènes, il y a quand même des beaux paysages, des beaux personnages. C'est bien. Juste, j'aurais apprécié que ça aille un peu plus vite. C'est un peu long. Merci Julie. Peut-être une scène, Mickaël, qui t'a plu, qui t'a marqué? Ah ouais, moi il y a une scène qui m'a fait rire, c'est la scène où Kate supplie absolument Kirk Douglas de revenir, hein, qu'il l'a un petit peu lâché, hein, elle est partie aussi. Et ça t'a fait rire. Non, ça m'a fait rire parce oui. qu'elle lui dit s'il te plaît reviens. T'as envie de dire meuf, il passe sa journée au bar à Joker quoi. Franchement c'est pas un bon parti quoi. Au moins l'autre Ringo il vole des vaches quoi, tu vois, il fait un truc quoi. D'ailleurs, si on peut donner un conseil à toutes les téléspectatrices, choisissez les mecs qui veulent des vaches. Oui, Voilà, au moins exactement. ça rapporte de la thune. Eh ben, exactement. Julie, une scène peut-être également. Oui, c'est la scène où Herp désarme le bandit. Vous savez, quand la dame veut jouer au poker dans le saloon. Ouais. Et il y a donc il dit non madame, vous n'allez pas jouer au poker ici. Il y a pas de dame qui joue au poker ici. Et il y a un mec à côté qui dit tu laisses ta dame tranquille hein, parce que t'as rien fait et tout. Et en fait, il va le menacer avec une arme. Et Herb de l'autre côté n'est pas armé, mais par le discours, par la parole, il va réussir à désamorcer complètement la situation. Et l'autre va limite se mettre à pleurer au comptoir. Et tu le ramènes hors de la ville et tu le dégages. J'étais un peu triste pour le mec, en fait, j'avoue. Mais quel charisme, Mais quel charisme. Mais quel charisme. Moi aussi j'ai une scène, Mickaël. Alors, Mais vas-y, si je t'en prie. ça ne t'embête pas. Non, non. J'ai bien aimé la scène où il y a les bandits, qui débarquent à la soirée. Et enfin vraiment, c'est comment foutre vraiment le bordel dans une soirée où tout se passait bien, tout le monde a l'air bien propre sur soi, etc. Et là ils arrivent et ils défoncent tout. Voir les mêmes dans la soirée de Audrey Hepburn sur Moi, Canal+. c'est marrant parce que cette scène, elle m'a fait penser aux Gremlins en fait. C'est Oui, un peu. ultra nuisant qui font Non mais c'est n'importe vrai, quoi. ils pètent même le lustre, etc. C'est Ouais. vraiment les Gremlins. Eh oui. Alors, pour commencer, peut-être qu'on peut parler un peu de John Sturges, qui est donc le réalisateur de ce film. Tout à fait. Alors, John Sturges, il commence à la RKO dans les années 30, où il s'occupe plutôt des décors et de la post-production des films. Par la suite, il va devenir très important assistant de David O. Selznick, donc réalisateur de Autant n'emporte le vent. Oui. Et oui. Et bon, il est mobilisé par l'armée de l'air pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il va revenir à la Columbia en tant qu'assistant réalisateur. Et oui. Et Et c'est là qu'en 1949, il va réaliser Les Aventuriers du désert, qui va être son premier western, et c'est un genre qui va être son genre de prédilection, Il va globalement. réaliser 12 westerns en tout, C'est c'est pas vraiment mal. son genre de Ouais. prédilection. Hein. donc Fort Bravo. Donc Fort Bravo, ouais, il a fait il a fait beaucoup de monuments quand même, il a fait d'excellents films. Bon, évidemment, Règlement de compte OK Corral reste un de ses plus grands films. Succès, ouais. On peut citer Les 7 mercenaires, Ouais. l'adaptation de Kurosawa, qui est quand même un film assez extraordinaire. Et surtout... La Grande Évasion. Eh oui, qui n'est pas un western, mais Magnifique. qu'on adore. Hein. Et surtout, en fait, ce qui est génial dans la filmographie de Sturges, c'est sa manière qu'il a dirigé des grandes stars, je m'appelle des gueules du cinéma, et de les mettre sur un pied d'égalité, en fait. C'est-à-dire que dans la Grande Évasion, t'as Bronson, t'as Steve McQueen, t'as Yul Brynner, je sais plus si c'est Yul Brynner ou dans les scènes. Et ils ont tous leur rôle. Ouais. Et ils sont tous excellents. Et dans ce film-là, on a Kirk Douglas, Burt Lancaster, L'un face à qui l'autre. sont assez exceptionnels. Aucun rôle la vedette à l'autre. En fait, ils se complètent bien.
Je pense que c'est vraiment grandement lié à son travail, lui, de direction des comédiens, parce que ça peut vite tourner chocolat sur des tournages, en gros, où il y a des batailles d'ego, des trucs de salaire. Et d'ailleurs, je crois que sur La Grande Évasion, c'était pas si simple que ça. C'était compliqué. Et aussi sur les 7 mercenaires, justement, entre Bunner et Steve McQueen qui se volaient la vedette. En tout cas, on l'a dit, donc OK Corral, ça va être un des grands succès de Sturgis. C'est celui qui va un peu le faire accéder à la gloire internationale. Et ça s'explique aussi par, bien sûr, la qualité du film, mais aussi par les 2 acteurs cultes, on l'a dit, qui vont camper les 2 héros. Et je vous propose peut-être de dire quelques mots pour commencer sur Burt Lancaster, qui joue donc Wyatt Earp dans le film. Alors, à la base, il est acrobate. Et c'est rigolo. Et ça devient une méga star. Et notamment un héros quand même de films d'action, mais il y a quand même plus que ça. Au-delà, même si c'est une gueule, même si c'est un héros de film d'action, il va camper des rôles. Je pense au rôle dans Le Guépard, par exemple, du prince Fabrizio Corleara. Exactement, prince. Juste une rectification, j'ai confondu James Coburn et Yul Brynner sur La Grande Évasion. Juste pour dire que. Pour ce rectificatif. Juste pour dire que, en fait, ce qui est très bien, c'est que les deux, on va dire qu'ils ont un parcours initial, mais ils ont des choses en commun, notamment dans leur engagement. Tu veux dire Burt Lancaster et Kirk Douglas. Kirk Douglas, voilà. C'est 2 personnes qui ont créé leur société de production en marge des grands studios à l'époque. Un peu comme Charlie Chaplin dont on avait parlé à l'époque. Tout à fait, ouais. Et c'est 2 personnes qui sont engagées sur le plan politique. Burt Lancaster, il s'engage énormément dans la lutte pour les droits civiques, il s'engage contre la guerre du Vietnam. Burt Lancaster, pareil, je me permets de refaire le parallèle avec Chaplin, il est détesté à l'époque par le FBI de Hoover, qui le trouve à gauche. Trop à gauche. Trop à gauche. Pour le FBI. Et du coup, c'est extraordinaire de voir ces 2 acteurs de nouveau ensemble, parce qu'ils avaient déjà tourné un film 9 ans plus tôt qui s'appelle L'Homme aux abois, que j'ai pas vu, qui est sorti en 1948. Et ils se retrouvent de nouveau ensemble, donc dans Règlement de compte à OK Corral. Et il réalise un film en 55, un western d'ailleurs, et bon, il joue le rôle principal, il se dirige lui-même, c'est L'Homme du Kentucky. Michael, ça te fait rire. Kentucky. Et on peut dire aussi que Burt Lancaster, c'est une personnalité très forte, assez narcissique, et a un gros culte du corps. Il est réputé pour avoir plutôt mauvais caractère. Et donc, à ses côtés, on a commencé à en parler Kirk Douglas, mais celui qui en parle le mieux, c'est Antoine, bien sûr. Kirk Douglas! Ça, c'était un sacré acteur. Une véritable légende d'Hollywood. Il est mort à 103 ans en 2020. Il avait la fossette au menton, comme tous les grands cowboys. Et alors, c'était l'un des plus grands acteurs dans les années 50 et 60. Il avait fait tous les genres, de la comédie, du drame, du film de guerre, et surtout du western. Ça, c'était un comédien. Wouhou! Merci beaucoup. Antoine, peut-être qu'on peut citer au moins 2 ou 3 films. En fait, moi, ce qui me marque beaucoup dans la filmographie de Kirk Douglas, c'est sa collaboration avec Kubrick. Surtout, notamment avec 2 films. Le premier, c'est Les Sentiers de la Gloire, qui est juste un film extraordinaire qu'il faut voir. Spartacus. C'est un film qui est antimilitariste, c'est ça, qui parle en fait d'un officier pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la première. C'est la Première Guerre mondiale. C'est sur un déserteur. C'est ça, qui va défendre des déserteurs. Voilà, exactement. Et c'est un film. On a tendance à oublier un peu les premiers films de la filmographie de Kubrick, mais l'Ultime Razzia et Les Sentiers de la Gloire, il faut voir. Et en fait, il fait effectivement Spartacus parce qu'il est frustré de ne pas faire Bénure. Et du coup, il se dit tiens, vas-y, je vais faire mon film. Voilà. Et je dis je vais faire mon film et il reprend ce temps de Kubrick. Et puis voilà quoi, Spartacus. Moi, je m'attarderai aussi sur sa rencontre avec Vincente Minnelli, que j'aime beaucoup, soit dit en passant, pour Les Ensorcelés en 1952 et La vie passionnée de Van Gogh en 1956. Donc c'est quand même. Ça va être son réalisateur un peu phare, effectivement. Mais c'est marrant parce que pour le coup, Vincente Minnelli est quand même gros réalisateur de comédie musicale aussi. Enfin, ça implique un truc qui n'est pas forcément. Quand on pense Kirk Douglas, on ne pense pas forcément directement à Vincente Minnelli. C'est vrai. Alors, ce film. Pardon, tu voulais rajouter une dernière chose peut-être sur Kirk? Non, vas-y. D'accord. Et bien, ce film, donc, en fait, il est inspiré de faits
réel. Et si au cinéma, on voit qu'il y a un véritable culte de la loi et de l'ordre contre le banditisme, on a 2 héros justiciers, la réalité, elle est un peu plus compliquée que ça, mais moi, j'aime bien cette période des États-Unis. Mais comme souvent à Hollywood, alors, on a envie de nous raconter une histoire qui est très happy end. OK Corral, ça existe vraiment. OK Corral, c'était un lieu où on venait garer ses chevaux, en fait. L'écurie, quoi. Une sorte d'écurie en plein air, Wyatt Earp, donc le personnage interprété par Lancaster, c'est un personnage qui a vraiment existé et qui a inspiré en fait toute la mythologie du western. Il y a énormément de films qui ont été faits sur lui. C'est la figure du justicier aux valeurs. Aux bonnes valeurs. Ce qui est quand même intéressant dans l'histoire, c'est que, alors comme je dis, c'est à l'instar en fait d'un Billy the Kid ou un Jesse James, en fait, c'est des personnages qui ont vraiment existé, qui ont beaucoup inspiré toute la mythologie du western. Et en fait, lui, c'est un espèce de justicier, shérif. C'est pas un hors-la-loi comme Jesse James ou Billy the Kid. Non, mais il est quand même à la limite. Il est quand même plus limite que ce qu'il est dans le film. Et c'est vrai que dans le film, on a quand même la période du western hollywoodien qui est assez manichéenne, avec toujours les gentils contre les méchants. Et c'est vrai que son personnage, il est un peu idéalisé, alors que c'est pas vraiment ça. Il y a une phrase qui est emblématique dans L'homme qui tue à Liberty Valance qui dit: si la légende est plus belle que la réalité, publiez la légende. Et le western américain, le western hollywoodien, c'est ça du début à la fin, en fait. Oui, parce que dans la réalité, il me semble que les frères Earp, parce qu'ils sont 2, pour le coup, étaient trempés aussi dans des petites parts de mines, de trafic, de saloon. Enfin, ils n'étaient pas tout blancs. Une fratrie ils sont même 4, comme dans le film, d'ailleurs. C'est une fratrie, donc ils viennent de Dodger City, je crois, c'est ça, la première. Bon, bref, il y en a Wyatt Earp était shérif là-bas. Apparemment, il aurait détourné des fonds déjà. Comme tous les bonhommes de pouvoir. Ils partent à Tombstone, qui est une ville qui vit de l'industrie minière, de l'argent. C'est une ville, en fait, c'est marrant parce que c'est une ville qui est fondée en 79 et eux, ils débarquent en 1879 et eux, ils débarquent en 1881. Mais en fait, c'est vraiment des villes un peu champignons à cette époque, à la frontière avec le Mexique. C'est des villes où il n'y a pas encore beaucoup d'autorité, en fait, parce que c'est des villes nouvelles. Il y a surtout 110 saloons et 14 casinos. Donc exactement. Vous le bordel. En 2-3 ans, ça a poussé. Et il y a effectivement des gisements d'argent, en fait, à côté. Et c'est ça qui attire du monde et c'est ça qui attire les frères Earp. C'est la monnaie, quand même. Bien sûr. Parce qu'ils ont des valeurs, mais le pognon, c'est pas le plus important quand même. Et donc, du coup, effectivement, les relations vont se tendre avec ce qu'ils appellent des cow-boys. Une bande de cow-boys. Des garçons vachés, si vous voulez. Oui. Des garçons. D'ailleurs, appelons-les les garçons vachés. Appelons-les les garçons vachés. Et en fait, ça va un peu s'envenimer, d'après l'histoire. Et effectivement, il y aura effectivement une fusillade à OK Corral. Qui va faire 3 morts et qui va durer en fait très peu de temps. Quelques secondes. C'est un simple fait divers. Mais au milieu de tout ça, il y a quand même un espèce de fait divers autour du port d'armes aussi, l'autorisation du port d'armes dans la ville, oui, non, qu'on retrouve d'ailleurs dans le film. Et moi, je trouve ça assez intéressant à mettre en parallèle avec justement les pro-armes et les anti-armes aux États-Unis aujourd'hui. Comme quoi. C'est un peu éternel quand même ce truc de débat. Ce problème. Alors Wyatt Earp, quand même, pour la petite anecdote, il était conseiller technique sur les premiers westerns qui étaient tournés dans les années 10 pour témoigner de la véracité en fait, de comment on vivait à l'époque. Et d'après la légende, c'est pas vraiment vérifiable, mais d'après la légende, c'est là qu'il aurait rencontré 2 jeunes, un certain John Ford et un certain John Wayne, à leur tout début, et qu'il leur aurait raconté le règlement de compte à OK Corral, et c'est comme ça que ça se serait introduit dans la légende western. C'est marrant. Et il a pu faire tout ça parce que, en fait, suite donc à cette fusillade, il va y avoir un cercle de vengeance. En gros, ils vont plus ou moins tous se tuer, se blesser les uns les autres. Mais Wyatt Earp, lui, il va mourir tranquillement dans son lit en 1929 à 80 ans. Et voilà, comme quoi, on est bien tranquille. Comme Kirk Douglas, qui est mort, il me semble, il y a très peu de temps. Mais il avait plus de 100 ans. Il avait plus de 100 ans. Alors, il y a pas mal de films qui ont été faits sur Wyatt Earp, et d'ailleurs, ce fait divers. On peut citer évidemment Frontier Marshall, mais surtout La poursuite infernale. De John Ford, en Darling Clementine de John Ford. Et il y a Tombstone aussi, en 94, avec Kurt Russell et Val Kilmer. Et Wyatt Earp avec Kevin Costner aussi, qui est encore plus récent. Ah ouais. Oui. Et comme quoi, ils aiment ça, les Américains. Ça traverse les âges. Alors peut-être pour conclure, on peut dire un peu quelques mots sur le western en général, un peu allez, on voudrait enrichir notre culture générale ce soir. Le western, c'est une longue histoire. Tu aimes ça, le western? Ah oui, Michael, toi tu es un aficionado. Oui, j'aime bien le western.
Je suis pas forcément un fan du western hollywoodien en fait. Tu préfères le western spaghetti. Le western spaghetti. Avec les boulettes. Avec la sauce tomate. C'est pas ce que je préfère. Tout le fait que le western spaghetti ait justement cassé les codes du western hollywoodien, c'est ça que je trouve intéressant. Mais le western, c'est un genre qui est vieux comme le cinéma, ou j'ai envie de dire encore plus, puisque ça existe déjà dans la littérature au 19e siècle, puis le cinéma s'en empare assez vite, mais il faut attendre les années 20 en fait pour que le terme western apparaisse et que ça désigne en fait un genre à part entière. Et en fait, jusque dans les années 30, le western, c'est un peu un genre de série B. Et en fait, l'âge d'or du western coïncide avec l'âge d'or d'Hollywood, ce qu'on appelle l'âge d'or d'Hollywood. Qui en fait, l'âge d'or d'Hollywood, c'est quoi? C'est qu'en fait, l'arrivée du parlant et la crise économique tuent les petits producteurs et en gros, met les gros studios en système de monopole. Ouais. Et c'est là qu'ils vont mettre beaucoup d'argent dans le western et que ça va devenir un genre mainstream vraiment. Et qui va surtout être lancé par John Ford. Ouais. Pour le coup, gros respect, John Ford, c'est vraiment très bien. La chevauchée fantastique. C'était un genre qui était aussi très accessible pour les gens qui avaient peu de moyens parce que les films ont été pendant longtemps projetés dans les Nickelodeon, qui étaient des petites salles de quartier où on visionnait un film pour 5 cents. Donc c'est aussi ça qui l'a rendu accessible à beaucoup de gens. Je crois que c'est plus cher aujourd'hui. Oui, c'est un peu plus cher. De toute façon, c'est fermé aujourd'hui. Après, le western est un genre qui a lancé ses stars. Évidemment John Wayne, mais Cary Grant, puis Steve McQueen a été lancé dans le western aussi. Exactement. Plus tard, quoi. Et puis peut-être. Moi, ce que j'aime, je vous dis juste dans les westerns, c'est les paysages. Ah, je croyais que c'était Tom Cruise. Non, mais il n'y est pas souvent dans les westerns, pour le coup. Mais non, c'est magnifiques paysages qui donnent vraiment envie de partir découvrir les États-Unis. Surtout en ce moment, ça donne pas mal envie. Et puis, il y a un certain nombre de codes très récurrents qu'on va retrouver. On en a parlé un peu, mais on peut peut-être quand même le fameux garçon vaché. Le garçon vaché. À l'origine, les westerns parlaient vraiment, les premiers westerns qui étaient plus historiques et qui n'étaient pas sur la création de légendes, justement, qui étaient plutôt réalistes, parlaient vraiment des garçons vachés, c'est-à-dire des garçons qui élevaient des vaches. Des valeurs. Qui avaient des valeurs. Et petit à petit, c'est devenu une espèce de justicier qui a des grandes valeurs, tu vois. Et il y a aussi le hors-la-loi. Le hors-la-loi, voilà. Toi, tu connais Michael, le hors-la-loi. Bah oui, évidemment. Toi, t'es un filou. Ah, bah sacrément. On est vraiment, en général, dans les westerns, sur d'un côté le bien et de l'autre côté le mal. C'est assez manichéen. Ce qui est vraiment bien dans les westerns, c'est la position de la femme. Je pense qu'on est vraiment gâtés. On parlait des Indiens aussi, qui sont pas mal. C'est vrai, les femmes et les Indiens, on est toujours dépeintes avec finesse. Oui, soit dit en passant, alors je dis pas que c'est génialissime, mais l'actrice, Laura, dans le film, qui joue au poker, elle a quelque chose d'un tout petit peu plus moderne, surtout que l'autre, qui est vraiment dépeinte comme une un peu idiote, hystérique, pas très sympa. Il faut savoir que Kate a été introduite par le producteur. Voilà, c'était pour lever tous les doutes sur l'éventuelle homosexualité des deux protagonistes, parce que le scénariste voulait sous-entendre une relation homosexuelle entre Wyatt Earp et Holiday. Ce qui aurait été beaucoup plus intéressant. Bah oui, mais c'est vrai, c'était hyper intéressant. Et le producteur, ne voulant pas, évidemment, on est quand même encore en plein Code Ace, il a introduit ce personnage qui en fait qui est rajouté, quoi. Ouais, et qui est très très caricatural, je trouve, alors que l'autre, quand même, elle joue au poker alors que c'est un monde d'hommes et tout. Elle a quelque chose peut-être d'un tout petit peu plus intéressant. Non, les codes aussi, c'est surtout les lieux, les saloons. Nous, on aime bien le salon. Le bar game. Le bar game. Et puis les grands espaces. On l'a dit. Et les Main Street, les rues dans lesquelles on règle ses comptes. On quoi, Julie? Et donc, peut-être dire, tu l'as dit tout à l'heure, il n'a pas jamais vraiment disparu, le western. Il a été un peu bouleversé, notamment par le western spaghetti. Le western crépusculaire aussi. Aujourd'hui, pour le coup, on a d'autres genres qui l'utilisent. On pense à la science-fiction, par exemple. Mais il est quand même toujours présent, particulièrement avec les films des frères Cohen. Tarantino, bien sûr. N'en parlons pas. Mais, par exemple, j'ai vu récemment Tigre et Dragon, et c'est fait partie des films qui s'inspirent des codes du western, mais il y en a beaucoup, effectivement. Même dans les films de science-fiction, chez John Carpenter, New York 97, c'est un western. Mad Max, par exemple, on retrouve complètement les codes, ou même un peu Star Wars, d'une certaine manière, des westerns modernes. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Et c'est le moment de mettre un avis chiffré sur le film à vos petites affiches, s'il vous plaît. La partie notation, The Notation Party. Et c'est donc l'heure de mettre une note sur ce film, une note de 0 à 5, interdite
Ok. Julie, tu peux commencer. J'ai mis 3. 3. Ah, c'est très peu pour Julie. Pour moi, c'est très peu, mais en même temps, ça reste bien quand même. Non, je trouve que c'est un bon film, c'est très intéressant. Ça m'a permis de découvrir tout ce pan de l'histoire américaine que je ne connaissais pas et tout ce fait divers autour de Tombstone. Oui. Mais je dois avouer que c'est un peu long pour moi et que j'étais peut-être trop fatiguée quand je l'ai regardé. Ah, et toi, Michael? Et ben moi, figure-toi que j'ai mis 3 également. Oh, je suis presque déçue. Et en fait, j'aime beaucoup Les 7 mercenaires et La Grande Évasion, et j'avais pas vu OK Corral, pour être honnête. Et du coup, je plaçais mes espoirs assez haut, et j'ai été un petit peu déçu, même si j'ai passé un bon moment quand même. D'accord, très bien, très bien. Et toi, Sarah? Moi, j'ai mis 4. Oh, dis donc. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Vraiment, j'ai passé un beau moment. Je trouve que les paysages sont magnifiques. Je trouve que les acteurs sont magnifiques. Je sais pas, dans ce film, le truc hyper manichéen me gêne pas trop. En fait, j'aime bien. Je rentre dedans à 200%. Donc, j'ai bien aimé. Voilà, ça nous refait, je crois, une moyenne de 3,3. Juste, Et Mickaël, tu voulais nous dire quelque chose peut-être avant tes commentaires. Je suis un peu déçu par la scène finale aussi, quand même, il faut bien dire qu'ils ont quand même mis 4 jours à tourner. Hein. Ah ouais. À raison de 12 heures par jour, c'est juste colossal. Et effectivement, petit erratum, parce que je crois qu'il y a eu un malentendu, c'est bien le personnage de la joueuse de poker qui a été rajouté par le producteur. Oui, et pas Kate. Eh oui, d'accord, très bien. Eh bien, allons voir ce que n'ont donc pensé les gens d'Internet. Eh oui, alors les gens d'Internet ont mis 3,5. Ah. Voilà. Ouais. Alors, il y en a qui n'aiment pas, hein, par exemple, il y en a toujours qui n'aiment pas. La mise en scène est pas mal. Pour un western, ça veut dire qu'elle est archi nulle. C'est tout. Pour le reste, c'est ennuyant du début à la fin. Les acteurs sont à la limite du supportable. L'histoire est sans intérêt, voire nulle. On pourrait s'attendre à ce que les scènes de fusillade remontent un peu le tout, mais pas du tout. Hein. Ça ennuie affreusement. Bref, à ne pas voir. Bon, d'accord. Ensuite, il y en a un qui a préféré, mais qui a l'air d'être un peu perturbé par le titre. Ah oui. Il dit « Western connu et très bon classique. Ici, Kirk Douglas et Burt Lancaster formeront une grande amitié. Règlement de bonnes actions et son excellent petit final de règlement de tir. » Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Et on finit avec un 5 étoiles qui dit « Jamais Douglas n'a autant bu de petits verres de whisky d'un coup sec à l'écran. Hein. Ah oui. Plus de 20. Après, je vais arrêter de compter. Hein. Lancaster, on a bu 3, dont 2 dans le verre de Douglas. Ça, c'est le signe d'une grande amitié. Ah oui. Quand tu partages ton verre de whisky, généralement... Surtout par les temps qui courent. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais moi, je rajouterais quand même que le grand exploit de Kirk Douglas, c'est quand même d'arriver au règlement de compte le soir, pas trop bourré, quoi, parce que franchement, il s'en enquille un peu, quoi. Ah oui, c'est sûr. Merci beaucoup. Voilà qui met donc fin à cette émission et à cet excellent moment que nous avons passé ensemble, comme d'habitude. Ah, superbe. Ah là là, on était bien. Et avant de nous quitter, je crois que Antoine, comme d'habitude, voudrait nous saluer. Avant de quitter One Movie, One After Town, n'hésitez pas à visiter notre boutique souvenir pour prendre le ticket de parking. Allez, à bientôt les cow-boys. Hey, salut Antoine, bon vent. Et pour répondre donc à nos 3 questions, ce film est-il inspiré de faits réels? Vous l'avez compris, oui, il y a vraiment eu un affrontement entre cow-boys à OK Corral. Sommes-nous convaincus par les performances de Burt Lancaster et Kirk Douglas? Bien sûr que oui. Difficile quand même de résister à leur charisme. Suis-je capable de tirer plus vite que mon ombre? Bien sûr que non, je ne suis même pas capable de tirer tout court. Allez, merci à tous autour de la table, de l'autre côté du fil et puis de l'autre côté de l'écran. On se retrouve très bientôt pour un prochain film, un after. Ciao!